Bonjour à tous, soyez les bienvenus au dernier webinaire de divulgation scientifique de cette année. Ce soir, nous accueillons Ingrid Berdak qui nous parlera de l'impact de la détérioration vocale sur l'image sociale des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Elle analysera le rôle de la recherche scientifique dans la compréhension de ces enjeux. Avant de commencer, je dois vous informer que la séance sera enregistrée à des fins de diffusion future sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à inscrire vos questions dans la partie Q&R située au-dessus de la plateforme, de l'écran de la plateforme Zoom. À la fin de la conférence, il y aura une période de questions, donc je vous invite à y les inscrire. À la fin de la conférence aussi, il y aura un sondage d'appréciation de ce webinaire qui sera envoyé par courriel. Nous vous invitons à les compléter et à nous les faire parvenir. Maintenant, je présente Dr Ingrid Berdoc. Elle est professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie à l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Dr Berdoc est directrice du laboratoire d'innovation en orthophonie. Elle dirige des projets de recherche visant à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins et des services, notamment pour les personnes touchées par le Parkinson. Dr Verdoc est fondatrice de l'organisme Vocavi qui offre des activités orientées à améliorer la qualité de vie des personnes avec une déficience communicationnelle. Ingrid, je te donne la parole. Donc, j'arrête mon partage, mon écran maintenant. Merci Voilà, beaucoup. bienvenue. Merci beaucoup, Dora, pour cette invitation. Et puis, je ne savais pas que c'était le dernier webinaire de cette année, donc je suis vraiment heureuse de passer ce dernier webinaire avec toutes les personnes qui sont présentes et que malheureusement, je ne peux pas vous voir, mais je vous imagine derrière vos écrans. Alors, je vais partager ma présentation. Et Maud ou Dora, vous me faites signe s'il y a un problème Oui, on avec voit la les... manière dont ça s'affiche. Mais normalement, elle doit être vue en plein écran Oui, maintenant. oui, je te confirme. Excellent. Donc, mais Dora vient de faire une excellente introduction de ma personne. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais quand même vous présenter une image que j'aime bien pour un petit peu plus dévoiler qui je suis. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de rôles et de titres professionnels, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce que je fais dans ma vie de tous les jours? Ben oui, j'occupe une grande partie de ma vie à faire de la recherche, mais aussi une grande partie de ma vie à enseigner et enseigner les futurs orthophonistes. Puis, vous voyez sur cette image-là un petit cœur dans le fond de la personne. Et dans ce cœur, il est écrit clinique. Et en fait, avant de devenir professeur et chercheur, j'ai été clinicienne pendant plus de 10 ans. J'ai été orthophoniste et j'ai travaillé avec des personnes qui ont des difficultés de communication tous les jours. Donc ça, c'est vraiment la réalité qui inspire mes recherches. Ce sont les milieux cliniques où on se retrouve à réellement devoir aider là et maintenant la personne qui a des difficultés de communication. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la voix et de l'image sociale, et puis plus particulièrement comment la voix, les impacts sur la voix dans la maladie de Parkinson vont affecter l'image sociale, et plus particulièrement comment la recherche contribue à cette compréhension. Alors, c'est un domaine ultra large, évidemment. L'image sociale, c'est un domaine qui relève de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie. La voix, ça relève des sciences médicales, de l'orthophonie, de la linguistique. Il y a beaucoup, beaucoup de sciences qui contribuent aux connaissances que nous avons, qui peuvent nous aider à comprendre cet impact de la détérioration vocale dans la maladie de Parkinson et l'impact que ça va avoir sur l'image sociale. Donc, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener des connaissances de ces différentes disciplines-là pour vous aider à comprendre et surtout pour vous aider à peut-être avoir des questions et des envies d'agir après avoir compris un petit peu mieux.
Donc, c'est quoi le plan de ma présentation aujourd'hui? Mais d'abord, je vais vous parler de ce que c'est la communication. Et pour qu'on ait une idée, une définition commune de la communication. Puis l'importance de cette communication dans notre vie, les composantes verbales et non verbales de la communication, puis plus précisément les impacts du vieillissement et de la maladie de Parkinson sur la communication. Puis après, on va passer plus spécifiquement à l'identité sociale et le lien qu'elle a avec la communication. Et on va s'intéresser aux indices sociaux qui sont véhiculés par la voix et par les autres composantes de la communication. Et ça va nous amener à parler de stéréotypes, de stigmas et les liens de ces processus-là avec la communication. Puis finalement, on va terminer en se posant la question, mais que fait la recherche aujourd'hui? Tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de recherches qui ont déjà été faites, mais à quoi est-ce qu'on s'attache aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, vous? Donc, sur ce, je vous propose de commencer. La communication, c'est quelque chose qui est évidemment important dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit les sphères intimes, dans nos relations amoureuses, que ce soit les sphères amicales, les relations avec nos pairs, les relations plus au jour le jour, administratives, avec les commerçants, la gestion de notre quotidien. Elle est très importante pour notre santé, pour recevoir les soins de santé, pour comprendre les soins qu'on reçoit, pour les demander. Et elle est intéressante évidemment aussi dans le cadre de la famille, dans la communication intergénérationnelle qu'on va avoir avec nos enfants, nos petits-enfants, et avant ça, ben, nos propres parents évidemment. Je vais juste revenir là-dessus. Évidemment, on comprend que notre manière de communiquer dans toutes ces sphères-là va être un petit peu différente. Donc, en tant que personne qui communique, on a déjà des rôles différents dans ces différentes sphères, dans ces différents scénarios de communication. La communication, c'est quelque chose de vraiment complexe et très vaste. Alors, je vais vraiment pas vous faire un cours complet sur la communication. Il y a des maîtrises complètes qui portent juste sur les processus de communication. Je vais essayer de juste dresser euh, une différence entre qu'on va appeler la communication verbale, et puis après, on va s'intéresser à la communication non verbale. C'est une manière de catégoriser différentes composantes de la communication. Vous en connaissez peut-être d'autres, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je la divise. Alors, c'est quoi les composantes verbales de la communication? On peut déjà s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire verbal. Verbal, en fait, ça veut dire relatif au mot. Donc, c'est ce qui est relatif au mot. La communication verbale, elle a donc rapport au langage et aux mots que nous utilisons. Ça veut dire que la communication verbale, en fait, elle peut être écrite ou parlée. Okay? La communication verbale n'est pas juste parler, mais elle est quand même beaucoup parlée. Donc, quand on utilise la parole, c'est notre voix qui est le véhicule du langage. D'accord? Donc, quand on utilise la parole, le langage verbal, il est porté par notre voix. La voix, c'est ce qui va rendre les mots audibles. Vous allez pouvoir m'entendre. D'accord? Si je n'utilise plus ma voix, vous ne m'entendez plus. Ça paraît logique, ça paraît un peu presque ridicule de le nommer, mais sans voix, on n'entend pas nos mots. La voix, ça ne suffit pas. Si je fais juste ah, je fais juste de la voix, vous n'allez pas comprendre ce que je dis non plus. Vous avez besoin que j'articule. Et l'articulation, c'est ça qui va rendre les mots intelligibles. D'accord? Donc ça, c'est un micro-cours sur la communication verbale. Alors, j'essaie de vous l'illustrer aussi, parce que quand on commence à réfléchir à comment notre voix produit les mots, ben en fait, ça se complexifie. Donc, on a dit que la communication verbale, elle est en lien avec les mots et le langage. Donc, le langage, c'est quoi? Ben, souvent, c'est qu'on a une idée, on a des pensées dans notre cerveau,
Puis, on veut transmettre ces pensées, ces idées à quelqu'un d'autre qui est en dehors de notre cerveau. Et comme on n'a pas encore inventé la télépathie, en tout cas peu de personnes qui la maîtrisent, ben, il nous faut un véhicule pour transmettre ces idées. Alors, quand on pense à la parole, qu'est-ce qu'on a comme outil pour véhiculer nos idées, pour transmettre nos idées? Ben, on va avoir des mots, des sons, des phrases, on va avoir des discours, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on peut organiser à l'intérieur de notre cerveau. Puis, on va le transformer grâce à nos systèmes musculaires, physiologiques, en parole. Alors, pour produire de la parole, on a besoin de résonance, ce qui se passe dans au niveau de nos cavités nasales, de nos cavités buccales. Si je ferme mes espaces résonatoires, vous allez beaucoup moins entendre ce que je dis. Donc, on utilise la résonance pour faire résonner notre voix. On utilise l'articulation pour articuler les mots, les rendre intelligibles. On a la vibration au niveau du larynx. Ce sont des tout petits muscles, comme des petites lèvres au niveau du cou, qui vont se mettre en vibration pour produire le son. Et on a évidemment la respiration. C'est comme le moteur de notre voix. C'est ce qui permet à ces petits plis, nos cordes vocales, de vibrer. On articule ensuite. On a la résonance. Oups. On a la résonance et tout ça, tous ces processus musculaires-là, mais ce sont eux qui permettent de produire la voix qui porte la parole. D'accord? Donc, quand on dit que la communication, c'est quelque chose de complexe, au sein de la communication, il y a la voix et la parole. Et comme vous pouvez le voir, la voix et la parole, c'est aussi très, très complexe. La parole, c'est donc un geste qui est programmé par notre cerveau pour exprimer des pensées. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la communication, elle n'est pas seulement verbale, elle ne passe pas seulement par les mots qu'on dit. Alors, je vous montre une image. On a cette personne qui reçoit un cadeau et qui dit merci. La communication verbale dans cette situation-ci, c'est le mot merci. Puis on va voir presque exactement la même situation. Et on voit ici que la personne dit encore une fois merci, mais peut-être que vous allez avoir la sensation que ce merci-là veut peut-être dire autre chose que le merci ici. Il y a un message caché dans cette deuxième image. Peut-être que vous l'avez juste ressenti ou peut-être que vous avez tout de suite remarqué que la bouche du personnage dans la deuxième image est retournée et elle a une expression négative. Donc, on a un message dans cette deuxième image qui est un message non verbal. Et ce message non verbal, ben, on va l'interpréter pas seulement à la même valeur que le message verbal, mais souvent on va lui accorder plus d'importance. Donc, même si la personne nous dit merci dans les deux cas, dans le cas où la personne va avoir une expression non verbale incongruente, on va plutôt faire confiance à son expression non verbale qu'au message verbal qu'elle nous donne. Donc, si on a cette réaction quand on offre un cadeau, même si la personne nous dit merci, on va rester avec un petit doute. On va se dire que ce cadeau-là lui faisait pas tellement plaisir. Alors, qu'est-ce qui rentre dans la communication non verbale? Quelles sont les composantes de la communication non verbale? Et comme on vient de le voir, une bonne partie de la communication non verbale, elle va se passer par le visuel, par les expressions de notre visage, par les gestes, les expressions faciales et nos postures. La manière dont tout notre corps est mis, est-ce qu'on est recroquevillé, est-ce qu'on est ouvert et fier, tout ça, ça va donner des indices non verbaux sur nos intentions de communication. Mais on a aussi la prosodie et des indices vocaux qui vont contribuer à
la composante non verbale de la communication. On va regarder ça de plus près. La prosodie, c'est quoi? Et la prosodie, c'est les non-dits de la voix. Et vous allez voir dans ce que je vous présente ici que je vous mets des choses que certaines personnes diront ça n'a pas vraiment rapport avec la prosodie, et elles ont raison, mais c'est des indices non verbaux qu'on va communiquer avec notre voix. Ok, donc je les ai mis là, ici aussi. La prosodie réfère à la musicalité de la voix et à ce qu'on va entendre au-delà des mots de la voix. Et moi, je vous propose qu'on regarde une phrase ensemble et puis qu'on utilise cette phrase-là comme un exemple pour illustrer les différentes composantes de la prosodie. La phrase, c'est « Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau ». Alors, on va parler d'intonation, d'accord? Je peux lire la phrase avec une intonation très monotone. « Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau ». Ou je peux lire la phrase avec une émotion. Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau. Ou avec une autre émotion. Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau. Donc, l'intonation, la variation de hauteur, la mélodie qu'on met dans notre voix, elle va communiquer certaines émotions. On va parler d'accentuation aussi. On peut accentuer certains mots dans une phrase. Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau. Ou je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau. Ces deux phrases-là ne vont plus vraiment avoir le même sens. Donc l'accentuation, elle va communiquer certaines intentions, certains sous-entendus. Après, on a le rythme, dans la manière dont on parle. Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau. Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau. Là, on a juste le rythme qui change et puis on peut se dire, est-ce qu'il y a une hésitation? Ça vient communiquer autre chose, du stress, une urgence peut-être, de l'anxiété. Il y a le timbre de la voix. Donc c'est là où peut-être on va se dire, oh, le timbre de la voix, c'est peut-être pas tant la prosodie, mais ça fait partie des indices non verbaux qui sont présents dans la voix. Là, aujourd'hui, je vous parle avec ma voix de professeur. Vous vous rendez compte, normalement, que je ne parle pas à mes petits-enfants. Je ne dis pas « Oh, je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau ». Là, je viens de changer l'intonation, mais aussi le timbre de ma voix. Je pourrais vous parler avec une voix très douce « Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau ». Je vais communiquer une autre intention avec le timbre de ma voix. « Je suis surprise que tu m'aies fait un cadeau ». Là, j'ai une voix avec de la raucité, du souffle. Ça va changer l'impression que vous avez de mes intentions, de qui je suis. Ça vient communiquer quelque chose sur mon identité. Il y a d'autres choses que le timbre de la voix qui communiquent des choses sur mon identité. Ça peut être la prononciation des mots, par exemple. On va entendre un accent, un dialecte. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous imiter l'accent québécois parce que j'en suis bien incapable, mais vous entendez depuis le début de cette présentation-ci que je ne suis pas née au Québec. D'accord? Moi, je suis née en Europe, en Belgique, j'ai vécu en Suède, donc mon français est un français plutôt européen, et ça, c'est un indice non verbal de ma voix. Donc, ça communique aussi quelque chose sur mon identité. Maintenant, je vous propose de passer sur les impacts du vieillissement sur la voix. Pourquoi je vais vous parler du vieillissement? Mais parce que la maladie de Parkinson, c'est quand même une maladie qui est habituellement reliée à un processus de vieillissement. On va la voir de manière plus rare chez des personnes jeunes. C'est associé au vieillissement. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans l'impact sur l'image sociale de la détérioration vocale dans le cadre de la maladie de Parkinson, mais ce n'est pas juste les impacts spécifiques à la maladie de Parkinson qui sont en jeu, mais c'est aussi les impacts généraux qui sont relatifs au vieillissement typique qui entrent en jeu. D'accord? Donc, je vais d'abord vous parler rapidement des impacts du vieillissement sur la voix. Le vieillissement typique va entraîner des modifications sur les organes qui produisent la voix.
D'accord? Comme le vieillissement va impacter tout notre corps, bien entendu. Donc aussi les muscles et les tissus qui produisent la voix. On va voir une ossification, une calcification des cartilages, une usure des surfaces articulaires, donc ce qui permet de faire vibrer les plis vocaux, par exemple, ben, il y a des articulations là. Ces articulations-là, avec l'âge, ben, elles fonctionnent un peu plus difficilement et ça va s'entendre dans la voix. Il va y avoir une diminution de l'irrigation sanguine, de la quantité de nerfs qui aboutissent dans les muscles et les membranes muqueuses laryngées, donc de l'organe où se situent les plis vocaux. Il y a une atrophie des tissus et des muscles. De manière générale, il n'y a personne qui échappe aux effets du vieillissement sur la voix. Et ces modifications-là, elles sont audibles. On va entendre le vieillissement à travers la voix. D'accord? Donc, c'est très facile. On va se dire, ah ben oui, c'est vrai, les enfants, on entend bien quand quelqu'un est enfant, on entend quand quelqu'un est adulte, mais on entend aussi quand quelqu'un est plus vieux. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que les personnes sont assez bonnes à deviner à partir d'une voix. C'est l'âge de la personne à partir de la voix. Maintenant, évidemment, la maladie de Parkinson, elle va avoir des effets spécifiques sur la voix qui ne sont pas habituellement entraînés par le vieillissement typique. Donc, ces modifications spécifiques, ça peut être quoi? Souvent, on va voir une perte d'intensité. Ça va être difficile de produire une voix forte. Donc, c'est comme si la quantité de voix diminue, on est plus difficilement audible. Il va y avoir une diminution du contrôle sur le débit de la parole. Et ça peut se traduire de manière différente. Ça peut être que d'un coup, on parle plus lentement, qu'il y ait des pauses, plus de pauses entre les mots. Ça peut être aussi que les mots s'enchaînent et qu'on parle beaucoup plus rapidement que ce qu'on voulait. Donc, on a une accélération de la parole, on a un débit irrégulier, ou même on va voir des répétitions. On va voir comme un bégaiement qui se déclare alors qu'on n'en avait pas auparavant. On va observer aussi une diminution de la variation et du contrôle de la mélodie. Donc, on va retrouver une voix plus monotone. Ça va être plus difficile d'exprimer nos émotions, d'exprimer nos intentions à l'aide de notre voix. On parlait des indices non verbaux. Et on a dit, c'est pas juste dans la voix qu'ils se situent, les indices non-verbaux, ils sont aussi présents dans le visage, dans nos gestes, dans notre posture. Et dans la maladie de Parkinson, outre la voix qui va être touchée, eh bien, les expressions faciales vont aussi être touchées. Donc, les indices non verbaux qu'on perd au niveau de la voix, ben, on est susceptible aussi les perdre au niveau du visage. D'accord? Donc, c'est deux aspects qui vont jouer ensemble et qui vont impacter la communication non verbale. L'intonation se retrouve affectée, donc nos émotions, nos intentions. L'articulation peut devenir moins précise. Donc, ça va être un peu plus difficile de comprendre les mots qu'on dit. L'intelligibilité est réduite. Donc, on parle avec une voix qui est moins forte, avec une articulation qui est peut-être un peu moins précise. Le débit est moins contrôlé. euh, L'intonation est moins contrôlée. On perd vraiment en précision de notre message, que ce soit sur le plan verbal ou non verbal. En plus des aspects qui sont reliés à la voix, on se rend compte aussi de plus en plus dans les recherches scientifiques qu'il y a des aspects du langage qui sont touchés. Si vous vous souvenez, au début de la présentation, j'ai fait comme une séparation entre le langage qui est à l'intérieur de notre cerveau, puis la parole qui est le véhicule externe de notre langage. La recherche a surtout regardé les impacts de la maladie de Parkinson sur la parole.
donc sur ce qui est visible et audible, et moins sur ce qui se passe à l'intérieur du cerveau dans l'organisation du langage. Mais on se rend compte que là aussi, il y a des choses qui peuvent être touchées. Ça peut être plus difficile de trouver ses mots, d'organiser son discours. Et ça va être quoi les effets? Et évidemment, ça va peut-être aussi diminuer le débit. On va parler de manière plus hésitante. Ça peut aussi être plus difficile de trouver sa place dans une communication où il y a plusieurs personnes qui interagissent. Ok, de rapidement dire quelque chose au sein d'un groupe. Alors, toutes ces modifications-là, elles sont évidemment aussi audibles. Les interlocuteurs vont entendre tous ces indices-là. Et ces indices-là, ils vont être associés soit au vieillissement, les gens vont se dire, ah, c'est une personne qui vieillit vraiment beaucoup, ou à la présence d'une maladie, on va se dire, ah, il y a quelque chose de particulier, d'inhabituel. Est-ce que cette personne-là aurait une maladie? Mais le plus souvent, ces pensées-là, elles ne sont pas conscientes. Ce sont des pensées inconscientes. Parce que l'image sociale que nous nous faisons d'une personne, nous ne l'explicitons pas toujours à nous-mêmes. Par contre, elle va guider la manière dont on va interagir avec cette personne. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce que je viens de vous présenter, c'est que la voix, en fait, elle est comme un visage audible. Elle transmet notre identité sociale comme notre visage. Elle contribue à l'image sociale que les autres ont de nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question en lien avec l'identité sociale et la communication? Mais évidemment, c'est quoi les indices sociaux que notre voix communique et quels sont les processus qui peuvent expliquer que les changements dans notre voix peuvent avoir des impacts sur notre image sociale? Alors, si on regarde les indices véhiculés par la voix, je vous en ai déjà dit un petit peu dans le cadre de la communication non verbale, mais il y a une multitude de recherches qui s'est intéressée à comprendre ce que les personnes interlocutrices, donc les personnes qui écoutent des personnes parler, ce qu'elles vont déduire à partir de simplement la voix de la personne. Et il y a une multitude de choses qu'on infère à partir de la voix d'une personne. Donc, en écoutant une personne, on va tirer des conclusions sur l'aspect physique de cette personne. On va, de manière assez précise, se faire une idée de si cette personne est grande, si elle est petite, si elle est grosse, si elle est mince, si elle est belle, si elle est moins belle, si c'est un homme, si c'est une femme, un enfant, un adulte, une personne âgée. On va aussi tirer des conclusions sur le caractère et les émotions de la personne. Est-ce que c'est une personne gentille, désagréable, amicale, débrouillarde, extravertie? Est-ce qu'elle est contente, triste, heureuse? Puis, on va se faire aussi une idée des attributs sociaux et culturels d'une personne juste en l'écoutant. Est-ce que cette personne est éduquée? Est-ce qu'elle est riche? Est-ce qu'elle est pauvre? Est-ce qu'elle vient d'une certaine ethnie? Est-ce qu'elle vient d'une certaine région? Puis, on va aussi tirer tout un tas de conclusions sur le statut de santé d'une personne. Est-ce que cette personne est en santé, pas en santé? Est-ce qu'elle est porteuse d'un handicap, etc. Maintenant, tout un pan de la recherche s'intéresse simplement à demander aux gens qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous inférez à partir de ces voix-là. Il y a moins de recherches qui s'intéressent à savoir si ce qu'on entend correspond à la réalité. Donc, qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut réellement savoir à partir d'une voix ou pas vraiment savoir? Mais il y a quand même des recherches qui s'intéressent à ça. Et ce qu'on peut retenir, c'est que les inférences au sujet d'une personne sur base de la voix ne sont pas toujours justes, même loin de là. Par exemple,
les inférences sur l'âge ou sur le genre d'une personne sont souvent plus exactes que les inférences qu'on va faire sur la personnalité d'une personne ou sur son niveau d'intelligence, par exemple. Par contre, peu importe la véracité des conclusions faites sur la voix d'une personne, celles-ci vont contribuer à forger l'image sociale de cette personne chez l'interlocuteur. Donc, si on repense à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec la personne qui reçoit un cadeau, et là, je vous l'ai montré avec la petite bouche qui est retournée et qui est fâchée ou qui est triste. Mais si on imagine que quelqu'un reçoit un cadeau, le merci, la manière dont on va dire le merci, va aussi véhiculer l'enthousiasme qu'on a par rapport à ce cadeau, par exemple. Si notre voix est affectée, euh, par exemple par la maladie de Parkinson, il va faire en sorte qu'on n'arrive plus à exprimer le même enthousiasme parce qu'on n'a plus le même contrôle sur la hauteur tonale, sur l'intensité, sur l'emphase qu'on veut mettre dans notre voix. Ben, la personne qui va nous entendre va inférer à partir de notre voix certaines choses. Elle n'est pas contente, ça ne lui a pas fait plaisir, ça n'a pas généré beaucoup d'enthousiasme, mon cadeau, à cette personne, même si la personne vient de dire merci. Ça, c'est un des exemples, mais on peut imaginer comment dans toutes les interactions différentes qu'on a dans notre vie, les indices non verbaux et verbaux qui sont influencés par la maladie de Parkinson, donc qui influencent notre voix, notre parole, notre communication, comment ça va pouvoir contribuer à générer une certaine image sociale de nous. Donc, ça va amener les interlocuteurs à tirer des conclusions sur la personne qu'on est. Certaines seront peut-être justes, mais d'autres seront fort probablement fausses. Maintenant, je vais parler avec vous brièvement de stéréotypes. OK? Parce que, évidemment, quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer que cette image sociale est affectée par notre communication? Bien évidemment, il y a des stéréotypes à l'œuvre. Alors, je vous montre cette image. C'est une image d'une ancienne campagne publicitaire réalisée par Dove, le savon Dove, si je me souviens bien. Et c'était une campagne médiatique qui visait à renverser un stéréotype qu'on associe à la personne âgée, un stéréotype de vieillesse. D'accord? Donc, la question que Dove posait, c'est est-ce qu'on cesse d'être belle après 60 ans? Et puis là, on pouvait faire l'exercice de cocher. Est-ce que quand on voit cette personne-là, on se dit elle est ridée ou elle est radieuse? D'accord? Donc, ça, c'est une campagne publicitaire. On peut penser ce qu'on veut de cette campagne-là. Mais là où je veux vous amener, c'est de réfléchir au fait que effectivement, on a nous-mêmes des stéréotypes par rapport à certaines catégories sociales, catégories de personnes, groupes de personnes. C'est quoi un stéréotype en fait? Bien, un stéréotype, c'est une croyance ou une idée préconçue. Souvent, cette croyance ou cette idée préconçue, elle est simplifiée. Okay, elle n'est pas très nuancée, détaillée. Elle est simplifiée et elle est rigide. Elle est difficile à changer. Croyance ou cette idée préconçue, elle va concerner un groupe social particulier. Le stéréotype, il peut être positif ou négatif. D'accord? Le stéréotype en lui-même, le mot stéréotype ne veut pas dire positif ou négatif, c'est juste ses idées préconçues. Ces croyances ou idées préconçues, elles vont ignorer les différences individuelles. Donc, elles vont percevoir des indices chez une personne et elles vont se dire, ah, ça c'est une personne vieille, ah, ça c'est une femme, ah, ça c'est un enfant, ah, ça c'est une personne africaine, ah, ça c'est une personne ceci. Et donc, elles vont classer les personnes dans ces groupes et puis elles vont se faire des idées qui ont rapport avec leur idée préconçue de ce groupe-là, et elles vont avoir plus de difficultés à voir l'individu. Elles vont regarder l'individu, mais elles vont lui attribuer toutes les idées préconçues qu'elles ont au sujet du groupe.
Donc, elles vont réduire les membres d'un groupe à des caractéristiques uniformes. Quand il y a des stéréotypes négatifs au sujet d'un groupe, eh bien, ça peut mener à ce qu'on appelle du stigma. Le stigma sociétal ou l'autostigma. Ça, c'est quoi? Et ce sont des attributions négatives qui elles-mêmes vont mener à des comportements qui peuvent être des comportements discriminatoires pour les personnes de ce groupe. Vous voyez que dans stigma, j'ai mis stigma sociétal ou autostigma. Parce qu'en fait, les idées préconçues au sujet d'un groupe qui sont véhiculées dans la société, on les a nous-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe pour lequel il y a un stigma sociétal que nous, on ne va pas avoir aussi ces idées préconçues. Donc, je peux être une femme et avoir des idées, des stéréotypes négatifs au sujet des femmes qui vont m'amener à avoir des stigmas envers ma propre personne. Et ça va influencer ma propre image sociale et ça peut me pousser à me comporter d'une manière qui va favoriser ma discrimination. On peut être une personne vieille et avoir des idées négatives et préconçues au sujet du groupe des personnes âgées. On peut être une personne handicapée et avoir des idées négatives au sujet des personnes du groupe des personnes handicapées. Alors, c'est quoi les stéréotypes, les stigmas et après ça, la discrimination qui peuvent être liées à l'image sociale vocale dans la maladie de Parkinson? En fait, il y en a plus, mais je vais vous nommer deux types de stigmas qui peuvent être à l'œuvre. On va pouvoir parler d'agisme. Donc, l'agisme, c'est quoi? Mais l'agisme, c'est un concept qui regroupe les stéréotypes, donc la façon d'envisager l'âge, les préjugés, tout ce que peut nous inspirer l'âge, et la discrimination, la façon de se comporter avec des personnes âgées dont on peut être soi-même victime ou dont autrui est victime en raison de l'âge. Donc, je pense que vous avez certainement déjà entendu cette notion de agisme. D'un coup, parce qu'on est vieux, on va penser de nous qu'on est plus lent, qu'on est plus distrait, qu'on est moins intéressant, etc. Il y a tout un tas d'idées préconçues négatives ou parfois positives aussi. On va se dire, ah, les personnes plus âgées, elles sont plus bienveillantes, par exemple. Donc, il y a ces idées-là qui sont regroupées et qui vont générer des comportements envers les personnes de ce groupe. Mais quand on parle d'agisme, on parle souvent des comportements plutôt négatifs. On peut parler aussi de capacitisme. Capacitisme, c'est quoi? C'est un peu moins connu que l'agisme, mais le capacitisme, c'est une forme de discrimination, de préjugés ou de parti pris systémique à l'encontre des personnes handicapées. Le capacitisme exprime l'idée que les personnes handicapées ont moins de valeur que les personnes sans handicap. Et l'idée prévalente dans la société. Donc ces idées-là, le capacitisme va encourager certains comportements envers les personnes euh, dont on se dit qu'elles font partie du groupe des personnes handicapées. Alors, c'est quoi l'impact des processus d'agisme et de capacitisme sur l'image sociale et la communication? Et en fait, on a vu pendant toute ma présentation comment des indices dans notre communication vont participer à transmettre une certaine image sociale de nous. Donc, dans la parole et la communication, verbale ou non verbale, des personnes avec la maladie de Parkinson, l'interlocuteur va entendre des indices qu'il s'agit d'une personne âgée et va entendre des indices qu'il s'agit d'une personne avec un handicap ou avec un problème de santé. L'interlocuteur ne va certainement pas se dire ça de manière consciente, mais ces indices-là vont venir activer chez l'interlocuteur les stéréotypes liés à la vieillesse et les stéréotypes liés au handicap. Et ça peut mener à de la discrimination envers les personnes.
Donc, ça peut mener à de la déshumanisation de la personne qui fait l'objet des stéréotypes. Ça peut mener à des attitudes paternalistes de la personne interlocutrice. Elle va essayer d'adapter sa communication en fonction de ce qu'elle pense du handicap et du vieillissement. Et parfois, ça va se traduire à une infantilisation de la personne avec qui on communique. On va observer parfois un changement des rôles au sein des relations intimes, amicales et familiales. On va pouvoir observer une perte de confiance en soi et une internalisation des stigmas chez la personne qui a des modifications dans sa communication. Donc ça va mener à quoi? Ben, en fait, ça va renforcer les difficultés communicationnelles lors d'interactions. Ça va générer plus de bris de communication. Et puis, ça va, au fur et à mesure, encourager la personne à se retirer de la société, à s'isoler pour éviter les situations de communication. Et ça génère une boucle négative d'auto-renforcement du stéréotype et du stigma. Puis ça, j'essaie de vous l'illustrer ici. Donc, on va voir si mon illustration vous aide, je l'espère, ou si elle complique le tout. Donc, accrochez-vous encore, on est presque arrivé à la fin. Donc, si on a des difficultés de communication, ben, c'est fort probable qu'on fasse l'objet de processus de stéréotypage et de stigmatisation par les autres personnes, mais aussi par soi-même. On peut avoir des pensées négatives au sujet de sa propre manière de s'exprimer. Puis ça, ces processus-là, ça va mener à quoi? Ben, chez l'interlocuteur, il va peut-être y avoir une adaptation de sa communication qui va être négative avec, entre autres, des attitudes paternalistes. Chez le locuteur, chez la personne elle-même, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il y a des recherches qui montrent que quand on a des attitudes négatives vis-à-vis de sa propre communication, ben, on va faire plus d'erreurs dans notre communication. On va exacerber nos difficultés. Il va y avoir plus d'hésitation. On va plus perdre nos mots. On va plus avoir de la difficulté à articuler. D'accord? Donc, on renforce nos propres difficultés quand on est en train de s'auto-stigmatiser. Puis évidemment, l'attitude de l'interlocuteur peut aussi renforcer les difficultés de la personne qui a des difficultés de communication. D'accord? Donc on voit déjà qu'il y a une boucle ici qui n'est pas très positive. Puis, si le locuteur effectivement augmente ses difficultés, ses indices de détérioration communicationnelle, ben ça va renforcer l'interlocuteur dans ses propres pensées. Ça va en fait renforcer le stéréotypage et la stigmatisation, autant par l'interlocuteur que par la personne elle-même. D'accord? On va avoir comme une sorte de prophétie autoréalisante où on va se dire, ben, je le savais bien, je suis plus capable de communiquer, ça marche pas, on ne me comprend plus, les gens n'ont pas envie de parler avec moi. Mes amis, ils n'osent plus vraiment communiquer avec moi parce qu'ils ont peur que ça ne se passe pas bien. Ça, c'est le type de pensée qu'on va pouvoir trouver. Et puis ça peut mener à quoi? Mais ça peut mener à un retrait, à un évitement des situations sociales. Et ça, à son tour, mais qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, c'est que euh, ça va accélérer la détérioration des systèmes de communication, notamment de la voix, puisque, on l'a vu au début, la voix, la parole, c'est quoi? C'est des systèmes musculaires. Et donc, on le sait, pour nos mouvements, nos muscles, il faut faire de l'exercice. Si on ne le fait pas, eh bien, l'atrophie va s'accélérer. C'est pareil pour notre parole et pour notre voix. D'accord? Donc ça, c'est la boucle négative de laquelle je voulais vous parler en lien avec la détérioration vocale et l'image sociale. Maintenant, que fait la recherche? Ben, la recherche, elle cherche, d'accord? Et elle s'intéresse à quoi? Elle s'intéresse à mieux comprendre comment la communication interpersonnelle peut être améliorée lorsqu'une personne a des modifications importantes dans sa communication. Comme je vous l'ai dit au début, il y a plein de sciences différentes, de disciplines différentes qui s'intéressent à ces questions-là. On va s'intéresser à plusieurs niveaux de la communication. Certaines études, certaines recherches vont s'intéresser au niveau individuel. Comment est-ce qu'on peut agir sur la voix, sur la parole et sur le langage de la personne avec la maladie de Parkinson?
On va s'intéresser à des programmes thérapeutiques qui vont viser une certaine récupération. Il n'y a aucun programme, aucune thérapie qui permet de récupérer et puis de guérir des difficultés vocales de la maladie de Parkinson, bien sûr, mais parfois on peut retrouver un petit peu de plasticité vocale. La majorité des programmes vont s'intéresser à un maintien, donc essayer de maintenir le plus longtemps possible les capacités communicationnelles, mais il y a aussi des interventions qui vont s'intéresser à des compensations, des stratégies de compensation pour mieux communiquer. On va aussi s'intéresser, sur le plan individuel, à renforcer la fierté. La fierté, c'est l'antidote de la stigmatisation. D'accord? Donc, quand on fait de l'autostigmatisation, le médicament contre ça, c'est de développer la fierté de soi. Ça va nous aider à développer notre confiance en nous et aussi la résilience. La résilience, c'est quoi? Mais quelque part, c'est l'acceptation des changements dans notre vie et de qui on est. Il y a de la recherche qui va s'intéresser au niveau interpersonnel, donc agir sur les stratégies de communication des partenaires de communication. On va essayer de développer des stratégies de communication inclusives et bienveillantes. Et on va aussi se focaliser à développer de la fierté et de la résilience chez le partenaire. Parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que quand les partenaires de communication les plus proches ont des attitudes positives vis-à-vis de la personne qui a des difficultés de communication, mais ça va encourager les autres personnes autour d'elle à aussi avoir des attitudes positives à la place d'avoir des attitudes négatives. Donc le partenaire proche de communication est un acteur important dans la manière dont l'image sociale de la personne avec des difficultés est forgée. Puis après, il y a des recherches qui s'intéressent au niveau sociétal, donc agir sur les stéréotypes qui sont véhiculés dans la société. On va s'intéresser à des programmes de formation du personnel de la santé et des administrations, par exemple, à développer des cadres et des lignes directrices pour faciliter l'adoption des pratiques de communication inclusive. Mais on va aussi faire des campagnes de communication pour essayer de modifier l'image médiatique de la vieillesse et du handicap, comme l'image de cette dame que je vous montrais. Est-ce qu'elle est radieuse ou est-ce qu'elle est ridée? Donc, on va essayer d'agir sur les stéréotypes négatifs et plutôt renforcer les stéréotypes positifs. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors ici, c'est très bref, évidemment, mais si vous avez envie d'améliorer votre communication rapidement, eh bien, vous pouvez aller chercher le soutien de l'orthophonie. L'orthophonie, c'est la discipline qui s'intéresse à la communication et aux difficultés de communication. Et l'ordre des orthophonistes, c'est l'endroit où vous pouvez avoir du soutien pour trouver un ou une thérapeute proche de chez vous ou qui fait de la téléréadaptation. Si vous avez envie de pratiquer votre voix tout en socialisant et en renforçant votre sentiment de confiance, mais vous pouvez aller vers les services communautaires, vers des groupes de pratique vocale. Par exemple, il y a Musculation de la voix qui est offerte par Vocavie et Parkinson Québec, mais dans les organisations locales, il y a aussi des groupes de chant, parfois des groupes de poésie. On peut se renseigner et voir les activités qui existent. Vous avez envie de travailler sur votre résilience, de parler à d'autres pour vous aider à gérer vos émotions en lien avec la communication. Alors, ce qui peut être utile, de nouveau, c'est les services communautaires. Est-ce qu'il y a des groupes de discussion et d'échange avec les pairs proches de chez vous? Mais il y a aussi des services cliniques qui peuvent vous aider en psychologie, en orthophonie, en sexologie. Vous avez envie de vous engager dans les solutions du futur? Eh bien alors, vous pouvez participer à la recherche, par exemple. Il y a des recherches en cours dans plein d'universités québécoises au sujet de la maladie de Parkinson pour mieux comprendre les processus et déficits sous-jacents, pour développer des solutions technologiques, communautaires, thérapeutiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recherche qui est en cours dans mon laboratoire et à laquelle on serait évidemment très heureux que vous participiez, parce qu'en fait, c'est bien beau tout ce que je viens de vous dire. Voilà les services, voilà les choses que vous pouvez faire. Mais une des grosses difficultés, c'est que c'est difficile de les trouver, ces services-là.
Souvent, on ne sait pas par où commencer. Si on va dans son CLSC, on va parler peut-être à un médecin traitant, on va parler à une infirmière, à une travailleuse sociale, et cette personne-là ne va pas nécessairement savoir quels services sont accessibles pour vous, quels professionnels existent. Votre neurologue ne le saura peut-être pas. Même les professionnels entre eux ne savent pas bien ce qui existe comme service pour vous soutenir dans votre communication. On a une étude qui est en cours pour le moment où on essaie de comprendre l'organisation des services. Il y a un questionnaire qui est adressé aux cliniciens et au personnel administratif, mais on a aussi un questionnaire qui est adressé aux personnes avec la maladie de Parkinson et leurs proches, où on pose tout un tas de questions pour savoir, vous, en avez-vous eu des services? Où les avez-vous eus? Qui vous a référé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et les réponses à ce questionnaire vont nous aider, nous, à développer des outils pour mieux cartographier les services qui existent et faciliter l'accès à ces services. Donc ça, c'est ici c'est l'annonce. On va vous la communiquer aussi sur les sites de Vocavi, de Parkinson Québec, potentiellement aussi d'Aura. C'est une étude à laquelle nos différentes organisations participent. Maintenant, ma parole est terminée et c'est place à vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, merci beaucoup Ingrid pour cette magnifique conférence. Oui, absolument, Parkinson Québec est là pour diffuser tout type de recherche scientifique qui cherche l'aide des ressources, qui développe de nouvelles ressources pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, on est ouvert à faire ça. Et maintenant, on passe aux périodes de questions. Donc, voilà. Première question, bonsoir. Ingrid, existe-t-il des exercices pour améliorer l'articulation des mots? On t'entend pas. Est-ce que tu peux ouvrir ton microphone? Merci. Oui, mon micro s'était éteint. Oui, il existe des exercices pour améliorer l'articulation des mots, mais maintenant, il en existe une multitude. Ça dépend quelle articulation précise on veut aller toucher. Donc ça, c'est difficile pour moi de vous les dire là maintenant, mais quelque chose que je peux dire comme truc. Ce n'est pas nécessairement l'exercice en soi qui est important. Est-ce que je dois plutôt faire pataka, 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 ou est-ce que je dois lire un poème, ou est-ce qu'il faudrait mieux que je fasse une vocalise? Ce qui est important. Si par exemple, vous dites, ah, je veux travailler mon articulation, ça va être la concentration que vous mettez dans votre propre écoute. D'accord? Donc, si vous pratiquez juste des exercices sans vraiment vous écouter, on va dire pim pam pom, mais vous ne faites pas l'exercice conscient de vous écouter et de juger de votre propre intelligibilité, eh bien, l'exercice ne va pas faire beaucoup de différence. Donc, par exemple, ça pourrait être intéressant de lire une phrase courte chaque jour, mais de relire cette phrase-là à plusieurs reprises, en exagérant son articulation, par exemple, en pensant à parler fort et en faisant un effort conscient pendant tout le temps de l'exercice. D'accord? S'enregistrer, se réécouter, c'est horrible de se réécouter, mais ça vaut la peine parce qu'au moment même où on articule, c'est très difficile de prendre conscience de ce qu'on fait. Mais après, quand on se réécoute, on peut se dire, oh, OK, maintenant je vais faire un effort de telle manière. Parfait. Merci Ingrid. Nous avons une deuxième question. Avez-vous pu évaluer l'impact émotionnel, qu'il soit négatif ou neutre, du Parkinsonien sur la diminution de sa capacité de parler et de formuler ses idées? Votre conférence semble plus pour des gens en début de maladie. Hmm. C'est très intéressant. Moi, non, personnellement, non. Mais il y a des études qui regardent pas
pas nécessairement précisément sur la capacité de parler, de formuler les idées. On va regarder les difficultés de communication de manière générale. Et dans les études, les difficultés de communication ressortent souvent comme celles qui posent le plus de détresse et de sentiments de besoin de soutien et de besoin d'aide. Ah, Donc, ouais. merci. Et une autre question. J'ai 80 ans et je suis atteinte de Parkinson depuis 5 ans. Depuis quelques années, ma voix est éteinte parfois et je joins une chorale et ça m'aide à prendre confiance, même si parfois les gens ont de la difficulté à m'entendre et me comprendre. Oui, ça ne m'étonne pas. Et donc, bravo, bravo à vous, Diane. C'est excellent. Le chant, en plus d'avoir un effet vraiment sur la voix et et, et l'expression, ça a vraiment aussi le fait de chanter en groupe, ça a un effet aussi sur notre bien-être émotionnel, le sentiment d'appartenance. Donc, je peux comprendre que ça aide à reprendre confiance. Puis, Ingrid, d'après ton expérience en recherche, quel est l'impact sur la qualité de vie des couples dont la personne atteinte et la personne proche aidante ont vis-à-vis la perte de sa capacité de communication? Mais ça a un impact important. Donc, dans le vieillissement, de manière générale, euh, les rôles vont se redéfinir, d'accord? Après la période active professionnelle, quand il y a une transition vers la période de la retraite, pour tout le monde, ça génère des transitions, des moments qui sont plus difficiles. Euh, Quand un des partenaires est touché par la maladie de Parkinson, mais il y a certaines choses qui vont être amplifiées. Il y a des choses qu'on voit souvent, c'est vraiment comment des rôles qui ont été habituellement pris par un des partenaires, d'un coup, rapidement, doivent être pris par l'autre partenaire. Par exemple, dans un couple, une personne a peut-être été celle qui a toujours géré les échanges administratifs, qui a toujours pris le téléphone quand il fallait régler quelque chose, prendre un rendez-vous, faire des choses. Puis là, d'un coup, cette personne-là n'est plus capable et l'autre partenaire qui n'a pas eu l'habitude, qui n'a pas développé ses compétences, d'un coup, c'est elle qui doit prendre ces rôles-là. Ça crée des difficultés pour cette personne-là, mais ça crée des difficultés pour l'autre aussi, qui peut se dire, mais maintenant, c'est quoi mon rôle? Comment est-ce que je suis utile? Comment est-ce que j'apporte quelque chose à la relation? Donc ça, c'est une des manières dont ça touche les personnes. Ça peut être de ne plus bien se comprendre, des choses toutes petites, souvent, mais oui, la personne qui a la maladie de Parkinson va avoir une intelligibilité qui est réduite, mais c'est pas non plus rare que le partenaire va avoir une baisse d'audition. Donc, on a plusieurs facteurs liés au vieillissement de la communication qui entrent en jeu et qui compliquent la communication. Donc, d'un coup, on est dans une communication avec beaucoup plus d'irritants, où on est constamment face à des bris de communication. Puis, les impacts, effectivement, sur l'expression émotionnelle du visage, de la voix, mais ça peut générer aussi un sentiment de s'éloigner, de ne plus se comprendre, de ne plus être apprécié dans sa relation, qu'on ne va pas nécessairement mettre en lien avec la communication. On ne va pas se dire, ah, c'est parce que la communication, la voix se détériore, on va se dire, ah, c'est parce que ça marche plus entre nous. Donc, ça vaut la peine parfois de penser que l'origine de certains problèmes, ben, en fait, ils sont reliés au processus de communication. Oh, c'est magnifique ce que tu viens de dire, Ingrid. Puis est-ce que tu peux nous donner quelques indices ou pistes des stratégies pour surmonter ce type de difficultés? Quelles sont les ressources que les personnes touchées par la maladie ont au Québec? Mais comme je disais, hein, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit encore mieux travailler. C'est de les développer, ces ressources, et de les répertorier, donc de bien les documenter. Moi, ce que je dirais, c'est
une des ressources, c'est certainement la bienveillance. Alors ça peut paraître facile, ça peut paraître simple, mais je pense que une des premières choses qu'on va essayer de faire, c'est de remédier à la détérioration, de se dire on veut récupérer. Maintenant, dans la maladie de Parkinson, mais vous le savez, il y a plein de systèmes qui sont atteints, il y a plein de choses qui nous arrivent et c'est impossible qu'on arrive à tout régler. C'est impossible qu'on arrive à voir tous les professionnels, à faire tous les exercices qu'on pourrait faire. Donc, avoir de la bienveillance envers soi-même, envers son partenaire, et puis de se dire qu'est-ce qui est important pour moi. D'accord? Donc, c'est déjà une première chose, de se dire on ne va pas pouvoir tout régler, mais je fais de mon mieux. Euh, Au niveau de la communication en tant que telle, il va falloir se dire, je suis prêt à mettre combien de temps sur ma communication. Parce que oui, il y a des thérapies qui peuvent être assez efficaces pour améliorer l'intelligibilité de la parole. C'est des thérapies qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'investissements financiers aussi si on ne les trouve pas au public. Et puis c'est rare, il y a des longues files d'attente au public. Donc est-ce que c'est ça qui est le plus important pour moi? Ou est-ce que c'est d'apprivoiser ma nouvelle manière de communiquer parce que je vais mettre du temps et de l'énergie sur d'autres aspects de gestion de ma maladie, par exemple. Donc c'est de faire des choix éclairés finalement par rapport à nos besoins. Et ça, je dirais, l'échange avec les pairs, l'échange avec les professionnels aussi, ça va pouvoir aider. Mais il y a du travail à faire de notre côté pour faciliter les choix, en fait. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Ingrid. Puis, l'important aussi de contribuer, de participer au projet de recherche pour élucider certaines solutions qui pourront être développées au futur. Ouais, ça c'est sûr, c'est Mhm. sûr. Alors, merci beaucoup pour tes réponses. Puis, je vais juste prendre quelques minutes pour partager quelques informations. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, voilà. Donc, oui. Je voulais inviter à nos participants à consulter les publications qui ont été diffusées via notre page Facebook, notamment les rubriques scientifiques, dont une porte sur les hallucinations visuelles et non visuelles chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, et l'autre qui comporte des informations de comment gérer les risques de la santé bucco-dentaire chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, c'est des capsules développées en collaboration avec des chercheurs, des médecins, des experts odontologues. Donc, je vous invite chaleureusement à aller visiter notre page Facebook puis vous informer sur ces ressources-là. Puis finalement, je tiens à remercier chaleureusement Ingrid pour cette magnifique conférence. Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite un agréable temps de fête et espère vous retrouver nombreuses en janvier 2025. Merci et bonne soirée. Au revoir.